Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition. Je compte sur vous pour la promouvoir en cliquant sur le pouce en l'air et en écrivant vos commentaires juste en bas. Et évidemment, vous pouvez aussi nous aider en vous abonnant à la chaîne de TV Liberté si ce n'est pas déjà fait. Au programme de cette édition, nous reviendrons sur la future nouvelle rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à New York. Un rendez-vous sans l'Europe qui donne une nouvelle fois le sentiment qu'elle préfère payer pour la guerre plutôt qu'œuvrer pour la paix. Nous ferons ensuite le point en France sur les mobilisations prévues demain, jeudi 18 septembre, une semaine après le mouvement Bloquons tout. Les syndicats tentent de reprendre la main et espèrent une démonstration de force. Et puis en Palestine, la Cisjordanie est grignotée peu à peu par Israël. C'est une colonisation qui se fait au détriment du droit international. Nous ferons le point. Retrouvailles entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. La semaine prochaine, les deux hommes devraient se rencontrer à nouveau à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Un rendez-vous qui confirme l'exclusion de l'Union européenne du dossier, malgré son soutien financier massif. Le point tout de suite. Une nouvelle rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky au programme de la semaine prochaine. C'est en tout cas ce qui est prévu à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. De quoi mettre une nouvelle fois l'Union européenne hors jeu, malgré son engagement financier toujours plus grand en faveur du conflit en Ukraine. Face à cela, force est de constater que les différentes déclarations d'intention du président américain en faveur de la paix n'ont pas abouti. Donald Trump avait déjà menacé de ne plus s'intéresser à la question s'il rencontrait des blocages, mais l'heure n'est pas encore venue. D'ailleurs, le président a profité de l'anniversaire de son homologue indien, Narendra Modi, pour le féliciter de ses efforts en faveur de la sortie de crise entre l'Ukraine et la Russie. Car Donald Trump a clairement opéré son rapprochement avec le Sud global, même si les relations avec Pékin sont celles entretenues par deux adversaires. Une diplomatie pragmatique du président américain qui lui permet aussi de laisser désormais libre cours au délire belliciste de l'Europe otanienne, incarné par Emmanuel Macron et ses acolytes britanniques et allemands. Dans ce cadre, l'affaire des drones russes prétendument retrouvés sur le sol polonais a constitué une véritable aubaine pour que l'OTAN puisse faire monter les tensions d'un cran. Pourtant, les réactions ont semblé prématurées à de nombreux spécialistes. On note d'ailleurs que la Pologne a décidé ce mercredi d'ouvrir une enquête après la destruction d'une maison lors de la fameuse incursion aérienne des engins de Moscou. À noter que les médias du système ont claironné pendant des heures l'histoire des drones russes cousus de fil blanc pour qu'une enquête soit finalement ouverte ce jour, soit une semaine plus tard. On découvre ainsi que les dégâts pourraient bien avoir été faits par la défense antiaérienne polonaise. Comme l'explique l'ancien pilote de chasse de la chaîne YouTube Atéchuet, le temps médiatique est rarement celui de la raison. Et on ne va pas se mentir, pour avoir fait des missions militaires, d'entraînement, de guerre réelle, avoir des certitudes dans les heures après une opération militaire, je ne sais pas comment ils font. Avoir du probe eye, donc des grandes chances, pourquoi pas, si on est très bien renseigné, mais avoir des certitudes dans les heures derrière, il faut comprendre que le temps du débriefing, le temps de la collecte des faits n'est pas forcément le temps des médias et encore moins le temps des tweets. Concrètement, l'affaire des drones russes en Pologne, telle que racontée dans les médias du système, servait avant tout le narratif dominant. Pour la vérité des faits, on repassera plus tard ou non. Ainsi, la menace incarnée par la Russie était une nouvelle fois agitée par le camp occidental et entretenue par un Emmanuel Macron aux abois sur le terrain politique national. On notera aussi que face à l'hystérie des Européens quant à cette affaire de drone, les États-Unis ont réagi pour leur part de façon extrêmement mesurée. Donald Trump évoquant même la possibilité d'une erreur. Une nouvelle démonstration du découplage de la diplomatie de Donald Trump par rapport au camp européano-otanien. Dans ce cadre, un autre symbole est à relever. En effet, alors que la Russie et la Biélorussie réalisent des exercices militaires sous le nom de Zapad 2025, qui là encore sont diabolisés dans les médias, on apprend qu'un observateur américain est sur place, pendant que l'OTAN hurle à la menace à ses frontières, alors même que c'est l'alliance elle-même qui n'a eu de cesse de faire avancer ses bases à l'Est. Tout porte donc à croire que la diplomatie européenne aura raté le tournant américain, préférant s'entêter dans une vision néoconservatrice otanienne, résolument hostile à la Russie, quitte à nuire à ses propres intérêts. Un entêtement délirant auquel Donald Trump sera ravi d'associer son complexe militaro-industriel, tout en normalisant ses relations avec la Russie, dont se sera définitivement coupée l'Europe.
Nouveau coup de pression pour le nouveau Premier ministre français. Une semaine après le bilan mitigé de Bloquons tout, les syndicats ont annoncé une nouvelle journée de mobilisation le 18 septembre. Blocage des transports, grève des services publics ou saccage de l'extrême gauche. À quoi s'attendre? Réponse avec Édouard Chano. Journée de colère en vue pour le petit nouveau de Matignon, Sébastien Lecornu. Jeudi, à l'appel de l'intersyndicale, un nouveau mouvement de contestation est organisé partout sur le territoire. Objectif, mettre la pression sur le futur gouvernement pour le dissuader de céder aux exigences budgétaires dictées par Bruxelles, les marchés et la dette colossale creusée par Emmanuel Macron. La CGT réclame ainsi un autre budget, la justice fiscale, l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation des salaires et des pensions et une sécurité sociale de haut niveau. Reste à savoir si tous ces syndicats, CFDT, CGT, FO, CFE, CGC, CFTC, UNSA, FSU et Solidaires, se verront voler la vedette par l'ultra-gauche. Leur position était divergente avec le mouvement Bloquons tout du 10 septembre. Selon les premières indications, les perturbations dans les transports devraient être beaucoup plus marquées que la semaine dernière. Les syndicats de cheminots de la SNCF ont prévenu qu'ils seraient de la partie. La journée devrait être noire dans les métros parisiens avec 80 à 90% des agents mobilisés. Les compagnies et les contrôleurs aériens seront aussi touchés, à l'instar des pharmacies qui tireront le rideau pour protester contre la baisse de leur rémunération sur les médicaments génériques. L'éducation nationale sera aussi en première ligne, leur syndicat ayant appelé à la mobilisation contre Macron et le recul des acquis sociaux. Si les organisateurs se veulent rassurants sur le calme prévu pour la journée, Olivier Vial, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques, prévient que rien n'est garanti au vu des succès enregistrés par l'extrême gauche mercredi dernier, en dépit du narratif dominant. La journée du 10 a été un peu plus suivie que ce que les activistes, même eux, espéraient. Il y a eu deux séquences dans la journée du 10. Ils ont essayé le matin, avec les militants les plus aguerris, de créer des images d'insurrection conflictuelle avec beaucoup d'incendies de poubelles, des tentatives de blocage des autoroutes et des gares qui ont toutes échoué, mais qui ont malgré tout donné des images qui ont permis après d'alimenter à la fois et les chaînes d'information et leurs vidéos de propagande qu'ils ont diffusées à partir de 10-11 heures. Le problème, c'est que tout le monde s'est arrêté sur les chiffres du ministère de l'Intérieur à 14 heures. Sauf qu'on voyait bien que la mobilisation, d'ailleurs, était prévue à 16 heures. Donc, en réalité, les chiffres du ministère de l'Intérieur eux-mêmes annoncent qu'il y aurait eu 197 000 personnes ou 195 000 personnes qui auraient participé à plus de 850 actions, blocages ou mobilisations. Quand on sait que ce mouvement, il est essentiellement porté par les mouvements les plus radicaux, c'est pas anodin, quoi. 200 000 personnes qui répondent à l'appel de ces mouvements-là, c'est quand même pas anodin. Un succès d'autant plus insidieux pour la gauche radicale qu'elle a réussi à récupérer un mouvement dont elle n'était pas à l'origine et à opérer une véritable opération de séduction à destination des jeunes générations. En termes de nombre, ils ont réussi à attirer à eux, alors la majorité c'était des primo-activistes, des gens qui n'ont jamais milité. C'est pour ça que moi je dis que la journée du 10 octobre était surtout une journée porte ouverte vers l'extrême gauche et vers l'ultra-gauche qui a permis à cette ultra-gauche de se faire connaître de très jeunes personnes, puisqu'on a eu beaucoup de lycéens qui ont été séduits par les vidéos de propagande qu'ils ont menées, par des trends sur les réseaux sociaux. Les mots d'ordre de cette journée-là, c'était les violences policières, Gaza, la destruction de la planète par le capitalisme, qui ont remplacé les mots d'ordre historiques de cette mobilisation qui, rappelons-le, avait été lancée sur les réseaux sociaux au mois de juillet sur un angle radicalement différent. Elle a réussi à surfer sur un mouvement pour ensuite changer totalement et les mots d'ordre et les méthodes et la morphologie du mouvement. Ils se sont emparés d'un mouvement de colère qui était assez légitime pour le transformer à quelque chose qui était totalement fait sur mesure pour eux. Les éléments les plus violents pourraient sans peine déborder les syndicats. Plus insidieuse encore, cette nébuleuse radicale a mené une véritable guérilla militante face aux forces de l'ordre, suivant une stratégie du faible au fort qui n'annonce rien de bon dans les prochaines semaines, notamment pour les commerçants. Il y a eu des perturbations, il y a eu des violences, mais il n'y a pas eu de blocage. Mais il n'y a pas eu de blocage parce que, en face, la réponse policière était extrêmement élevée. 80 000 policiers et forces de l'ordre, c'est énorme. Et là aussi, ça participe un petit peu de la stratégie de l'ultra-gauche. C'est aussi de faire tellement d'attaques différentes qu'on est obligé de disperser les forces de l'ordre. C'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, avant le 10 septembre, ils ont communiqué sur un nombre très important de cibles, dont une grande partie n'a même pas été attaquée. Mais c'était simplement un moyen
de faire dépenser de l'argent et dépenser de l'énergie aux forces de l'ordre. L'exemple type de ce qu'on a vécu le 10, ils ont fait courir sur les réseaux sociaux des menaces de pillage du centre des Halles. La conséquence a été une fermeture préventive de ce centre commercial avec des conséquences économiques pour les commerçants. Il n'y a pas eu une seule action de leur part, mais malgré tout, ils ont obtenu le résultat qu'ils attendaient, c'est-à-dire affaiblir le système économique. Quand on connaît la stratégie de ces mouvements d'ultra-gauche, ils n'ont certes pas réussi à bloquer, mais je pense que même eux savaient très bien qu'ils n'en avaient pas les moyens, mais ils ont quand même coché pas mal de cases sur leurs objectifs qu'ils avaient annoncés. Une récupération qui vire donc en cannibalisation des mouvements sociaux par l'extrême gauche, au point de tuer dans l'œuf toutes les initiatives populaires de contestation du pouvoir. Et alors que tous les regards sont tournés vers Gaza, Israël poursuit sa colonisation en Cisjordanie, une progression qui se fait au détriment du droit international. Les explications d'Olivier Frère-Jacques. Gaza comme point de fixation médiatique. Alors que toute l'attention internationale est focalisée sur cette bande de terre au bord de la mer, les autorités israéliennes poursuivent discrètement mais méthodiquement l'expansion de leur emprise sur la Cisjordanie en violation du droit international. Contrairement à Gaza, où les actions israéliennes sont souvent justifiées par la réponse à l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, l'annexion progressive de la Cisjordanie ne peut s'appuyer sur cet argument. Cette stratégie, portée par des figures du gouvernement Netanyahou comme Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, s'inscrit dans une logique d'extension territoriale qui empêchera la viabilité d'un futur État palestinien. Depuis des décennies, la Cisjordanie est le théâtre d'une colonisation rampante. Les colonies israéliennes, illégales au regard du droit international, se multiplient, fragmentant le territoire palestinien et rendant la solution à deux États de plus en plus improbable. En 2025, les opérations militaires israéliennes dans les camps de réfugiés, comme à Jénine, se sont intensifiées. L'ONU rapporte que 987 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis octobre 2023. Lundi, ce sont 2 adolescents de 14 ans qui ont trouvé la mort à Jénine, selon le ministère palestinien de la Santé. Ces opérations, souvent présentées comme des mesures antiterroristes, permettent aux courants politiques favorables à l'extension d'Israël d'avancer leur pion. Bezalel Smotrich, ministre des Finances et fervent partisan de l'annexion, a récemment appelé à appliquer la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie, qu'il nomme Judée-Samarie, en référence au nom historique et biblique de cette zone. Le nombre d'Israéliens établis dans cet espace serait proche du demi-million de personnes. Il convient de rappeler que l'arrivée des premiers Israéliens, ou le retour si l'on envisage sur un temps très long, en Judée-Samarie s'est faite après juin 1967 avec les premières implantations militaires des jeunesses pionnières combattantes, le Nahal. Lundi, une attaque terroriste meurtrière à Jérusalem-Est, où 6 Israéliens ont été tués par 2 assaillants palestiniens originaires de villages près de Ramallah, a ravivé les tensions. La ville de Ramallah se trouvant en effet en Cisjordanie, à 20 km à peine au nord de Jérusalem. Benjamin Netanyahou qualifie désormais la Cisjordanie de front dans une guerre multifront et a promis une riposte d'ampleur. Ses ministres Ben-Gvir et Bezalel Smotrich ont, eux, saisi l'occasion pour justifier une escalade proposant des mesures extrêmes telles que la destruction de villages palestiniens ou l'armement accru de colons. Cet armement est déjà une réalité puisque depuis 2023 et l'attaque du Hamas, le nombre de permis de port d'armes a doublé côté civil israélien avec 165 000 détenteurs d'armes supplémentaires. Ces déclarations s'inscrivent dans un contexte où l'autorité palestinienne, affaiblie économiquement et surtout politiquement, peine à faire entendre sa voix dans un conflit qui tourne, médiatiquement, à l'opposition frontale et simpliste entre le Hamas et Tel Aviv. Cependant, un autre acteur régional pourrait compliquer les ambitions israéliennes, les Émirats arabes unis, signataires des accords d'Abraham en 2020, qui ont normalisé leurs relations avec Israël. Les Émirats ont qualifié l'annexion de la Cisjordanie de « ligne rouge » le 3 septembre. Cette mise en garde a surpris le gouvernement Netanyahou, habitué à voir dans les Émirats un partenaire peu revendicatif, à tel point que la question de l'annexion a même été retirée de l'ordre du jour d'une réunion clé. Si cette prise de position émiratie calme un peu le jeu, difficile d'imaginer qu'elle fasse dévier la trajectoire coloniale du gouvernement Netanyahou. Désormais, il semble de plus en plus clair que l'exécutif israélien joue la même carte que le Hamas en refusant toute désescalade pouvant mener à une solution à 2 États. À l'approche de la reconnaissance de l'État de Palestine par plusieurs pays lors de l'Assemblée générale de l'ONU du 22 septembre,
Les partisans de la colonisation s'activent pour tenter de rendre impossible un retour en arrière, avec le risque de créer par conséquent les conditions d'un terrorisme pour plusieurs décennies. Et partons à présent en compagnie de Renaud de Bourleuf pour l'actualité en bref en France. Des Françaises séduites par l'islamisme. Lundi s'est ouvert le procès de 3 femmes djihadistes arrêtées en 2019 à la frontière turco-syrienne à la Cour d'assises spéciale de Paris. Les prévenues ont pour particularité d'être françaises et de s'être converties à l'islam. L'une d'elles a même grandi dans une famille catholique pratiquante. Âgée de 67 ans, Christine Alain est la belle-mère des 2 autres accusées, Maïalène Duhard et Jennifer Klein. Cette dernière est la nièce de Fabien et Jean-Michel Klein, eux aussi français convertis à l'islam et devenus des porte-parole de l'État islamique. Les 3 femmes encourent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs terroristes. Les écologistes verts de rage contre Éric Piolle. Mardi, le maire de Grenoble a été suspendu de son mandat de porte-parole du parti en raison d'une enquête pour concussion et recel de délit. Il est soupçonné d'avoir organisé un tour de passe-passe budgétaire pour verser indûment 16 800 € à son ancienne première adjointe. Éric Piolle critique la décision de son parti, mais avait refusé leur convocation à un conseil disciplinaire interne. Quelles que soient les suites judiciaires de l'affaire, les Grenoblois sont sûrs de ne plus avoir Éric Piolle pour maire, celui-ci ne se représentant pas en 2026. Le successeur devra gérer l'explosion de la criminalité et des fusillades dans la ville. Le chanteur Slimane, condamné pour harcèlement sexuel. L'artiste, promu candidat de l'Eurovision en 2024, et choisi pour la préouverture des Jeux Olympiques, a été condamné par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne à une amende de 10 000 €, dont 3 000 avec sursis, pour harcèlement sexuel à l'encontre d'un technicien. Les poursuites concernaient également un autre membre de l'équipe technique, mais elles n'ont pas été retenues. Le jugement a eu lieu dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En d'autres termes, Slimane n'a pas nié s'être rendu coupable de harcèlement, notamment lors de sa tournée Cupidon Tour. On est loin de l'amour courtois. Et on poursuit pour l'actualité internationale. Une relation Londres-Washington très spéciale. Mardi soir, le président des États-Unis, Donald Trump, a atterri en Angleterre pour une visite d'État de 2 jours. Des manifestants hostiles lui ont offert un comité d'accueil en projetant sur la façade du château de Windsor des images de lui-même et de Jeffrey Epstein. Ce mercredi, Donald Trump a passé la journée avec le roi Charles III, promenade en calèche, suivi d'un grand dîner dans la salle Saint-Georges. Après le faste royal, la journée de jeudi prendra un ton politique avec un entretien avec le Premier ministre Keir Starmer. La question des relations commerciales devrait être au programme, ainsi que les conflits en cours en Ukraine et en Palestine. Tyler Robinson va-t-il hériter de la peine de mort? À 22 ans, le principal suspect dans l'assassinat par balle de l'influenceur conservateur américain Charlie Kirk, le 13 septembre dernier, est inculpé pour assassinat et 6 autres chefs d'accusation. Il a été arrêté après 33 heures de traque dans l'Utah. Le procureur Jeffrey Gray a annoncé qu'il requérait la peine capitale. Selon ce dernier, Tyler Robinson a justifié son geste par la haine qu'il attribue à Kirk, proche, rappelons-le, de Donald Trump. Le FBI a confirmé que les traces d'ADN retrouvées sur les lieux du crime correspondent à celles du suspect. Le procès s'annonce retentissant dans un contexte politique tendu. La fronde contre la CEDH se poursuit. L'ancien président de la Cour constitutionnelle belge, Marc Bossuit, a révélé travailler avec l'exécutif afin de contrer l'influence néfaste des tribunaux européens, notamment la CEDH, sur les politiques migratoires. Commandé par le cabinet du Premier ministre belge Bart De Wever, son document suggère de nommer des juges plus conservateurs et de réviser des règles comme la Convention des droits de l'homme ou les accords de Schengen. Partagé avec une douzaine de pays dont l'Allemagne et la Grèce, l'avis répond à des critiques de 9 États, notamment le Danemark et l'Italie, qui ont dénoncé la priorisation des droits individuels sur la sécurité nationale, ayant conduit à bloquer les expulsions de délinquants et criminels étrangers. Ces propositions visent à rééquilibrer obligations humanitaires et contrôle des frontières. Les médias turcs craignent une frappe de Tsahal dans le pays. L'attaque israélienne du 9 septembre 2025 contre des responsables du Hamas à Doha au Qatar, ayant causé 6 morts, a suscité une vive inquiétude à Ankara, de quoi raviver les tensions entre Recep Tayyip Erdogan et Benyamin Netanyahou. Le président turc a dénoncé une violation du droit international, exprimant sa solidarité avec le Qatar. La presse turque évoque le risque d'une confrontation directe, une frappe similaire en Turquie n'étant plus exclue après les précédents syriens, iraniens, libanais
libanais et qataris. De nombreux dirigeants du Hamas résident en effet entre le Qatar et la Turquie, qui ne considèrent pas le Hamas comme terroriste. Néanmoins, dans les faits, Ankara avait prudemment demandé dans la foulée du 7 octobre à Ismail Haniyeh, alors chef du Hamas, de quitter discrètement le territoire. Il sera finalement assassiné en juillet 2024 à Téhéran. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Ce soir, à partir de 21h, découvrez un nouveau numéro de Bistro Liberté. Éric Morillo reçoit Idriss Aberkane pour débattre de l'assassinat de Charlie Kirk et de l'affaire des journalistes Cohen-Legrand. La chaîne YouTube de François Bayrou, Premier ministre. Non mais sérieux, Bayrou, podcast, ça faisait même pas 7000 vues le machin. On m'a pas laissé ma chance. Voilà, mais c'est pas sérieux. Les 3/4 de ses abonnés, c'est moi qui lui ai envoyé. J'ai dit aux gens, allez vous abonner en masse, on va se marrer. Également au programme passé-présent, Guillaume Fiquet démonte les idées reçues sur les croisades avec le professeur Sylvain Guggenheim. Et puis demain jeudi, dès 7h, un zoom avec Gilbert Cottinet qui présente les aventures authentiques d'un agent très spécial dans son récit. Espion malgré lui, la France-Afrique, l'attentat du Petit Clamart, le Front National. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.